Bon, salut à tous. Je vais actuellement vous faire une vidéo de merde absolument pas préparée, mais juste pour réagir rapidement par rapport à la situation entre la Russie et l'Ukraine. Bon, je sors un peu de ma grotte, j'étais sur mes projets personnels, j'étais sur ma console, j'étais sur YouTube en train de regarder des trucs, bref. Quand j'ai appris que la Russie s'est mise à envahir l'Ukraine. Bon, alors sur le coup, j'étais un peu interloqué, je me demandais ce qui se passait, puis je me suis un peu remémoré tout le passé et j'ai compris. Ça fait des décennies depuis la chute du mur que l'OTAN continue à avoir une politique expansionniste, le bloc euro-atlantiste qui veut continuer à s'agrandir vers l'Est, du côté de l'ancienne zone d'influence russe, et forcément la Russie le voit d'un mauvais œil. Donc depuis des décennies, on avait la coalition impérialiste euro-atlantiste qui cherchait à s'étendre et qui trouvait face à elle l'impérialisme russe. Donc on a une confrontation inter-impérialiste qui dure depuis un certain temps. Suite au soulèvement de la place Maïdan, le gouvernement pro-russe Yanukovych a été renversé. À la place, il y a eu un gouvernement euro-atlantiste et un gouvernement qui comptait faire adhérer à long terme l'Ukraine à l'UE et à l'OTAN. Donc forcément, Poutine, oui, de son côté, il a vu ça d'un très mauvais œil. Il a du coup décidé d'annexer la Crimée en profitant du fait que la population est largement pro-russe là-bas, et de créer un conflit gelé sur le sol ukrainien pour l'empêcher d'adhérer à l'OTAN. Parce que dans les règles de l'OTAN, un pays ne peut adhérer à l'OTAN que s'il ne présente pas de conflit militaire gelé sur son sol. S'il y a un conflit militaire gelé sur son territoire, il ne peut pas adhérer. Donc cette stratégie de Poutine, ça visait à empêcher l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN. Sauf que, bon, je pense que de l'autre côté, on a dû comprendre le petit jeu machiavélique de Poutine, on a dû comprendre ce qu'il essayait de faire. Du coup, on a essayé de contourner cette dispositif. Je sais que même si l'Ukraine n'adhérait pas à l'OTAN, elle voyait sa coopération avec ce dernier renforcée. Il y a eu un traité, je crois, qui a été conclu en 2020, qui parlait d'un renforcement de coopération avec l'OTAN. Donc ça, du côté russe, on voit pas ça d'un bon œil. Notons que le président actuel, Zelensky, donc le président ukrainien, alors, outre que son élection c'était une véritable farce, je vous encourage à vous renseigner là-dessus. Je suis allé sur Wikipédia, j'ai vu, mais c'est hilarant. Déjà que chez nous l'élection de Macron, on s'est un peu demandé. Et déjà que chez nous l'élection de Macron c'était ridicule, mais alors là-bas en Ukraine, mais on atteint le pompon, on atteint des sommets, bordel. C'était ridicule, mais bref, ce Zelensky là. Sa priorité concernant la politique étrangère, c'était l'adhésion de l'Ukraine à l'UE et à l'OTAN. Alors certes, par rapport à Poroshenko, il avait essayé quelques accommodements avec les séparatistes pro-russes, un peu plus de marge dans l'échange de prisonniers, quelques négociations pour un cessez-le-feu, etc. Il avait voulu accorder quelques petites concessions, sauf qu'à côté, il comptait faire adhérer l'Ukraine à l'UE et à l'OTAN. Là, du coup, ça allait pas du tout. La coalition impérialiste euro-atlantiste refusait fermement d'abandonner ses prérogatives sur l'Ukraine. Il comptait faire adhérer l'Ukraine à l'OTAN et à l'UE sur le long terme. Pas tout de suite l'UE, mais surtout l'OTAN. Du côté du camp euro-atlantiste, de l'impérialisme euro-atlantiste coalisé, c'est ce qu'on comptait faire. Or, du côté de l'impérialisme russe, on considère que l'Ukraine, c'est la chasse gardée, c'est le bout de gras. On a d'un côté la coalition impérialiste euro-atlantiste qui veut mettre la main sur l'Ukraine,
de l'autre l'impérialisme russe qui veut la garder dans son giron. Des deux côtés, ça a campé sur ses positions. Résultat, les tensions sont envenimées. À force que l'Ukraine se rapproche quand même de l'OTAN, sans y adhérer, mais ils se rapprochent quand même, parce que bon, ils ont dû comprendre ce qu'essayait de faire Poutine, eh bien du côté de Poutine, on a dû changer de stratégie. On a dû se dire que créer un conflit gelé, c'est plus suffisant. Ils ont dû se dire, il faut passer à des opérations de plus grande envergure. Je pense que là, actuellement, le plan de Poutine, c'est d'annexer le Donbass, d'annexer les régions séparatistes pro-russes, et d'envahir l'Ukraine pour faire capituler le gouvernement actuel et imposer à la place un gouvernement pro-russe. À mon avis, ça va être sa stratégie. Je pense que sa stratégie, c'est ça, parce que une occupation, une annexion pure et simple de l'Ukraine, ça serait beaucoup trop cher, ça serait beaucoup trop coûteux et pas forcément utile, là où le Donbass, ça serait quand même plus simple. Et je pense que, ouais, je le vois plutôt imposer un gouvernement pro-russe, histoire de ne pas avoir la totalité de l'Ukraine à charge, mais tout en la gardant tout de même dans son giron, dans le giron russe. Oui, donc je pense plutôt que ça va être une politique plutôt de type néocolonial que colonial tout court, parce que le vieux colonialisme s'est un peu dépassé par rapport au néocolonialisme. Bon, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Alors, bien évidemment, l'intervention russe, c'est de l'impérialisme. Hein. C'est de l'impérialisme. Mais en face, l'OTAN aussi s'en est, quoi. Il y a pas de camp à choisir. Le conflit ukrainien actuellement, c'est le résultat d'une confrontation entre plusieurs impérialismes, tous les deux agressifs. Il n'y a pas de camp à choisir. Ceux qui comparent avec la Seconde Guerre mondiale, c'est du grand n'importe quoi. À cette époque-là, il y avait un ensemble d'impérialisme qui était nettement plus agressif, plus expansionniste que les autres. Alors que là, entre l'impérialisme euro-atlantiste coalisé, l'impérialisme russe, franchement, ça se voit à peu près. Et encore, l'impérialisme de l'OTAN est peut-être pire. L'impérialisme de l'OTAN est peut-être pire. Mais bon. À mon avis, il n'y a pas vraiment de camp à choisir dans cette affaire. Voilà. Il n'y a pas à entrer en guerre, que ce soit aux côtés ou contre la Russie, que ce soit du côté de la Russie ou du côté de l'OTAN, il n'y a pas à entrer en guerre. C'est hors de question. Là, c'est pas une guerre de libération nationale, de révolution prolétarienne, etc. Pas du tout. C'est une guerre entre impérialismes. Il faut la refuser. Voilà ma position. Grosso merdo. Après, en Ukraine, c'est quand même assez compliqué. Hein. En Crimée, alors Poutine qui annexe la Crimée, c'est de l'impérialisme. Mais après, les gens sur place, ils se sentent russes, en fait. Ils veulent du rattachement à la Russie, ils se sont jamais complètement sentis ukrainiens. Donc bon, voilà quoi, c'est un peu compliqué. D'un côté, c'est de l'impérialisme, mais de l'autre, les gens en Crimée, ils se sentent pas des masses ukrainiens. Et après, dans le reste du Donbass, je sais pas trop comment c'est, mais mais le peuple russe est aussi assez présent en Ukraine. Les frontières, elles ont été mal foutues, hein. Khrouchtchev qui a foutu la Crimée en Ukraine, alors ça, c'était une belle connerie. Il devait peut-être être un peu bourré ce jour-là, je sais pas. Bon, faut dire qu'à cette époque, on devait considérer que l'URSS allait durer un certain temps. L'effondrement de l'URSS à cette époque, c'était complètement impensable. Si on en avait parlé à Khrouchtchev, il nous aurait rionné. Bon, c'est quand même une belle connerie, ça. Les pays multiculturels, c'est instable. Si les pays multiculturels en question sont des puissances impérialistes, ça favorise les modes de gestion autoritaires. Ça fait rien pour arranger le problème, tout du moins. Ici, c'est des puissances plus faibles à la merci d'autres impérialismes. Et ils se retrouvent être encore plus instables et encore plus à la merci de ces derniers. Les pays africains, dont les frontières sont directement héritées de la colonisation, c'est souvent des pays multiculturels.
Et ça, et face au néocolonialisme, ça aide pas du tout, hein. Bon, bref. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Bon. Il y en a qui essaient de dire, il y en a qui disent que Poutine est peut-être parano, etc. Alors pas forcément, hein. C'est du point de vue de l'impérialisme russe, cette intervention est assez logique finalement, vu que visiblement la solution, on va dire, du conflit militaire gelé en Ukraine a l'air d'avoir montré ses limites. Du coup, du côté de l'impérialisme russe, on est passé à la vitesse supérieure. Mais de notre côté, il faut pas oublier toute l'agressivité de l'impérialisme euro-atlantiste. L'extension de l'OTAN, l'extension de l'UE, les révolutions de couleur financées par les impérialismes occidentaux pour mettre des régimes euro-atlantistes au pouvoir. Bref, tout ça, faut pas oublier. Bon, l'idéal en fait, pour avoir une Ukraine vraiment autonome, vraiment indépendante, bah, ça serait une révolution prolétarienne. C'est seulement par un mouvement prolétarien qu'on pourra obtenir une lutte de résistance qui dépasse les écueils impérialistes. Pour avoir une Ukraine qui soit alignée sur aucun impérialisme, ni l'impérialisme russe, ni la coalition euro-atlantiste, il faut que ça passe par un mouvement prolétarien qui soit présent en Ukraine, bien entendu, mais qui s'étende aussi aux puissances impérialistes, au moins à la Russie, vu que c'est juste à côté, pour bloquer les impérialismes. Il faut que les mouvements prolétariens s'étendent aux pays impérialistes pour les bloquer, pour bloquer les bourgeoisies impérialistes. Voilà. De l'idéal, il faut que ça se passe comme ça. Bon, après, vous allez me dire que c'est un bel idéal, mais qu'en pratique, on n'en est pas du tout là, et que donc, il faut savoir faire des compromis, etc., etc. Alors, aujourd'hui, en l'état actuel des choses, effectivement, que la révolution prolétarienne, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour tout de suite. Cependant, à propos du court terme, à propos de faire des compromis, etc., c'est-à-dire quel genre de compromis? Pour moi, intervenir aux côtés de l'OTAN, c'est pas un compromis, c'est une compromission. Donc hors de question. Et puis d'ailleurs, à court terme, une Ukraine qui reste dans le giron russe, ça nous poserait moins de soucis qu'une Ukraine qui se rapproche de l'OTAN et surtout de l'UE. Et oui, imaginez un peu, plein de traités de libre-échange qui seraient noués entre la France et l'Ukraine, plein de délocalisations en Ukraine, et surtout plein de travailleurs détachés ukrainiens. Imaginez un petit peu si on en arrivait là. Déjà que les Polonais, niveau bon marché et corvéable, on atteint déjà des sommets, mais imaginez les Ukrainiens. La main-d'œuvre ukrainienne en 2019, elle coûte le revenu moyen, il est 3 fois plus faible que celui des Chinois. La main-d'œuvre ukrainienne, en moyenne, elle coûte 3 fois moins cher que la main-d'œuvre chinoise, vous vous rendez compte? En euros équivalent de 2019, je crois que j'ai vu un truc dans le genre. Vous vous rendez compte? Merde. Donc non, je veux dire, à court terme, mieux vaut encore que l'Ukraine reste dans le giron russe, hein, voilà. Bon, ça signifie pas qu'il faille soutenir l'intervention russe. Il faut condamner les interventions. On ne soutient pas la Russie dans son offensive. Elle se débrouille et elle devra assumer, d'une part. Mais d'autre part, on refuse d'intervenir aux côtés de l'OTAN. Voilà, il faut, à court terme, on refuse d'intervenir.
Parce que bon, de toute manière, une Ukraine qui reste dans le giron russe, ça nous posera moins de problèmes que si elle rentre dans l'espace euro-atlantiste. Là, pour le coup, les prolos de chez nous et d'autres pays aussi, ça sera un peu la cata. Si l'Ukraine rentre, même la main-d'œuvre polonaise, elle risque de se faire battre au niveau de la compétitivité. Ce serait une catastrophe. Oui, parce que bien évidemment, si ça rapproche de l'UE et de l'OTAN, ça sera dans un cadre capitaliste, néolibéral à donf, hein, pas du tout socialiste, faut le savoir. Bon. Ah, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Euh... Oui, tous les discours à propos de ouais, il y a des vies humaines en jeu, si on n'intervient pas, l'Ukraine va se faire asservir par la Russie, etc., etc. Alors tous les discours pseudo-humanitaires comme ça me fait un peu rire parce que je suis désolé, mais intervenir à côté de l'OTAN, ça sera encore moins humanitaire. Putain, ça le sera pas davantage, tout du moins. Parce que bon, l'OTAN, toutes les interventions impérialistes qui a eu, autant la Russie là actuellement c'est vraiment de l'impérialisme, autant l'URSS ça a été du social impérialisme. Mais l'OTAN, bordel, non, il n'y a pas à soutenir l'OTAN. D'autant plus que le camp euro-atlantiste, c'est celui qui est au pouvoir chez nous et qui applique chez nous tout un tas de contre-réformes néolibérales. Donc on n'a sûrement pas à soutenir ça alors qu'on le combat chez nous. Merde. Oui, intervenir aux côtés de l'OTAN, ça va rien aider, ça va empirer. Puis comme je l'ai dit, même si c'est un peu cynique, en fait, à long terme, il faut passer par la révolution prolétarienne. À court terme, une Ukraine qui reste dans le giron russe, ça nous pose moins de problèmes. Et l'union entre les deux positions, court terme et long terme, c'est qu'il faut refuser les interventions. On condamne l'intervention russe et on condamne toute réplique de l'OTAN. Voilà. Il faut être non aligné. Quand c'est un conflit inter-impérialisme, il faut être non aligné. Comme pour la Première Guerre mondiale. Lorsque c'est une confrontation entre différents impérialismes, on ne doit pas s'aligner. Dans le cas de la Seconde Guerre mondiale, c'était un peu différent. Comme je disais, il y avait un ensemble d'impérialismes qui était nettement plus agressif, qui ressortait nettement, tandis que les autres étaient plus calmes. Et puis en plus, en France, on risquait de se faire coloniser. D'ailleurs, bon, l'occupation, c'était de la colonisation. Hein. C'était d'ailleurs les méthodes coloniales qui étaient revenues en pays impérialiste. Hein. Le choc en retour, hein, voilà. Donc là, il fallait résister. Résister de manière critique, hein. Parce que bon, attention à ne pas verser dans l'opportunisme et à oublier les phares révolutionnaires. Les fronts uniques, ce ne sont pas des alliances, faut le savoir. Il faut différencier front unique et alliance. Le front unique, c'est on frappe ensemble, mais on marche séparément. L'alliance, c'est on frappe et on marche ensemble, donc c'est pas pareil. Voilà. J'avais vu des trucs comme quoi le KPRF aurait approuvé l'intervention de Moscou. Alors bon, le KPRF, ils sont un peu particuliers. Autant il y a une branche jeunesse qui est un peu en dissension avec la direction. Mais bon, la direction c'est rempli de vieux cadres qui sont un peu bizarres quand même. Alors le nationalisme c'est pas vraiment un souci, hein. Moi je suis moi-même nationaliste, hein. Bon par contre l'opposition à l'homophobie ça craint un peu. En plus il paraît qu'ils sont pires que Poutine. Glorification du tsarisme, rapprochement de l'église orthodoxe, etc. Pareil ça craint un peu pour des communistes. Paraît que la lutte des classes c'est pas ce qui est le plus important pour eux. La lutte pour la Russie éternelle passe devant. Ils sont très bizarres, hein.
C'est des tanks très chelous à la direction, même si au niveau de la base c'est pas forcément pareil. Moi je dis il va y avoir des contradictions entre la direction remplie de vieux cadres un peu compromis et et la base, hein. Là il y aura du rififi au KPRF je pense, hein. Faut le savoir. Bon. Voilà. Il y a un type des affaires étrangères, je sais pas si c'est en France ou dans un autre pays, alors en France je crois, un type lié au gouvernement, je sais plus lequel, parce que là la vidéo c'est en vrac, hein. Un type, je sais plus lequel, qui était pour l'accueil des réfugiés ukrainiens en disant que ça serait une main-d'œuvre de qualité. Bon, ça c'est typiquement le bourgeois qui veut de la main-d'œuvre corvéable, qualifiée pas chère. Oui, parce que les travailleurs parce que les travailleurs détachés ukrainiens, c'est pas pour aujourd'hui, mais il y a beaucoup de capitalistes, à mon avis, sur le continent européen qui en rêvent. Je suis sûr qu'il y en a qui font des rêves mouillés à propos de ça. Parce qu'en Ukraine, il y a de la main-d'œuvre qualifiée, encore plus corvéable et encore moins chère que la main-d'œuvre polonaise. LOL. Il y a des capitalistes, là, leurs rêves de dumping les plus fous, ils vont se réaliser. Les revenus 3 fois moins chers, revenus 3 fois plus faibles que ceux des Chinois, et en plus c'est plus proche. C'est juste frontalier de l'Ukraine, c'est à peine plus loin. Il y a des capitalistes qui sont en train de se branler là-dessus, moi je vous le dis. Mince. Enfin bon, bref. C'est très en vrac, hein, parce que j'ai la flemme de faire une vidéo travaillée, parce que là je suis sur mes projets. J'ai terminé mon article sur les contradictions du capitalisme, j'ai fait le sommaire. Là, je vais faire le sommaire de la valeur travail-énergie et du matérialisme histo-naturaliste, parce que vu que ces articles ne sont pas conçus pour être directement sur mon blog, mais par l'intermédiaire d'un fichier, c'est cohérent de mettre la pagination, donc je vais le faire. Bref. Moi, ça m'avait surpris cette intervention. Je pensais pas que Poutine irait intervenir comme ça. Moi, je pensais qu'il serait resté sur ancienne stratégie, mais visiblement, les manœuvres de la coalition impérialiste euro-atlantiste, ça a dû le décider à passer à la vitesse supérieure, parce que bon, Poutine, c'est un sous-officier de l'impérialisme russe. Alors voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que les dirigeants, les capitalistes, ce n'est pas qu'ils contrôlent toutes les ficelles, contrairement à ce que je pensais il y a de nombreuses années. C'est pas ça. En fait, les capitalistes sont des fonctionnaires, des sous-officiers de leurs propres capitaux. Ils n'existent qu'en tant qu'ils servent leurs capitaux. Et par analogie, les dirigeants des régimes bourgeois de toutes sortes n'existent socialement que dans la mesure où ils servent ce régime bourgeois. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne contrôlent pas absolument tout, ils ne tirent pas absolument toutes les ficelles. Ils se font aussi des illusions sur la réalité. Quelquefois, ils croient même bien faire. Quelquefois même, ils sont persuadés de bien faire. Je suis sûr que Poutine, il se fait des illusions sur la réalité, je sais pas de quelle sorte, mais je suis sûr qu'il est au moins convaincu, au moins en partie du bien fondé d'une partie des trucs qu'il dit. Je suis sûr qu'il se fait des illusions là-dessus. Et je suis sûr par ailleurs que Macron, il se fait aussi des illusions quand il parle. Ça pourrait être des gens 100% cyniques, mais ça c'est très rare. On se fait souvent des illusions sur la réalité, c'est aussi valable en haut lieu. Bref. Discours en vrac. Ah, j'oubliais. Alors, pendant que
pendant que deux grands impérialismes s'affrontent, il y en a un autre, très puissant, en phase ascendante, qui regarde ça de très loin et qui se frotte les mains. Vous l'auriez sûrement deviné, c'est l'impérialisme chinois. La Chine, ils sont très contents de cette discorde-là. Parce que là, la Russie, pour contourner les sanctions occidentales, ils avaient dû non seulement relocaliser une partie de leur production, mais aussi nouer des liens avec la Chine. Là, le premier partenaire de la Russie, à mon avis, ça va être la Chine. La Chine, elle est très contente, parce que si jamais il y a des interventions de l'OTAN en Ukraine, ça sera des forces qui ne pourront pas être déployées dans le Pacifique pour contrer l'influence chinoise. Premièrement. Deuxièmement, il est fort probable que l'accord de gazoduc avec l'Allemagne capote. Il est fort probable que cet accord capote pour l'instant. Et du coup, vers qui la Russie va devoir se tourner pour exporter son gaz? Eh bien vers la Chine. Et d'ailleurs, il y a eu des accords qui ont été noués en ce sens. Je crois que ça parle de dizaines de milliards de mètres cubes de gaz sur je sais pas combien d'années. La Russie s'est engagée à abreuver la Chine pour 30 ans avec du gaz bon marché. Là, les usines chinoises vont pouvoir tourner à plein régime avec le gaz russe bon marché. Et ça va permettre à la Chine d'être autonome vis-à-vis du charbon australien et du gaz liquéfié états-unien. C'est un grand atout pour la Chine. En échange, la Russie va fort probablement se mettre à acheter chinois. Bon, de toute manière, en Chine, ils produisent énormément de trucs. La production chinoise rattrape son retard parce que la Chine n'est pas vouée à être éternellement un pays en retard avec une production médiocre. Au contraire, la Chine rattrape son retard, rattrape progressivement les standards occidentaux. Et ça fait qu'en fait la Russie, les sanctions occidentales, est-ce qu'elle les craint toujours? Outre que déjà elle a relocalisé une bonne partie de sa production, le fait qu'elle puisse compter sur la Chine, avec qui elle a déjà tout un réseau financier alternatif et compagnie, à mon avis, ça fait que la Russie peut encaisser les sanctions. C'est peut-être aussi pour ça que Poutine avait tant attendu depuis 2014 pour intervenir. C'était peut-être parce qu'il comptait d'abord encaisser une première fois les sanctions occidentales et essayer de se rendre le plus indépendant possible du bloc euro-atlantiste pour pouvoir intervenir le moment venu. À mon avis, c'était sa logique. Prendre le temps de prendre des dispositions d'indépendance, d'autarcie nécessaires, de n'accepter de dépendance qu'envers la Chine pour pouvoir intervenir au moment venu. À mon avis, c'est peut-être quelque chose qui a été prévu de long terme, je sais pas. Sauf que, bien évidemment, si la Russie se rapproche de la Chine va faire en sorte que la Russie reste sous son influence. C'est-à-dire que là, la Chine va aider la Russie, mais pas trop non plus, pour pas que la Russie se mette à trop concurrencer la Chine. Bah oui. La Chine, elle veut pas que la Russie lui vole la vedette. La Chine ne veut pas que la Russie lui passe devant. Elle veut que la Russie soit dans son giron, mais sous sa coupe. Dans le giron de la Chine, la Russie va rester un second couteau. Donc la Chine va un peu l'aider, mais pas trop, pour que la Chine garde l'ascendant. Et alors le fait que la Russie se dirige du côté de la Chine, du côté du PCC, du côté de l'énorme bureaucratie du régime chinois, de leur côté c'est une excellente nouvelle, hein. La Russie, c'est un réservoir de ressources, il y a du gaz, mais pas que. Il y a aussi, je crois,
est-ce qu'il n'y a pas du titane ou des trucs dans le genre? Bref, c'est rempli de ressources, avec en plus la fonte des banquises, il y a plein de ressources qui vont se libérer. En Chine, ils sont très contents. Ah bah oui, parce que en Chine, ah bah, ils ont pas vraiment de territoire sur l'Arctique, hein, alors que la Russie s'est taillé la part du lion. Donc la Russie dans le giron de la Chine, ça signifie un accès indirect à l'Arctique. Il y a ça aussi. Bref. Tout ce que je dis, c'est très compliqué, c'est en vrac, mais voilà, pour moi, je pense qu'il faut sortir des discours sentimentaux, pseudo-humanitaires et s'intéresser un peu à la géopolitique, à des facteurs socio-matériels. Ouais. À mon avis, le régime chinois va essayer de profiter, de tirer parti du rapprochement avec la Russie pour maintenir son compromis social autoritaire, parce qu'en fait, le régime chinois ne peut se maintenir que parce que la population profite au moins en partie de la prospérité. Sinon, le régime serait complètement instable. Du coup, je pense que la Chine va profiter de l'entrée de la Russie dans son giron pour essayer de maintenir un minimum de prospérité pour pouvoir faire profiter à donf les bureaucrates, les oligarques et compagnie, tout en ayant toujours de quoi donner au reste de la population. Je pense qu'ils vont essayer de faire un truc dans le genre. Voilà. Ensuite, alors oui, notons que la Chine elle est déjà en train depuis de nombreuses années, en train de bâtir la Chine-Afrique. Si en plus elle étend son influence sur la Russie, la Chine, à long terme, si ça continue, si ça continue dans ce sens-là, à long terme, la Chine est en position de disputer le leadership mondial aux États-Unis. Moi, je vous le dis, on va avoir la confrontation entre la Chine et les États-Unis, elle va se poursuivre. Le conflit là avec la Russie ne doit pas nous faire perdre de vue que la grande puissance ascendante là, c'est la Chine. Depuis la chute du mur, on se retrouve avec un monde multipolaire qui se structure, mais de ce monde multipolaire, on a un pays qui émerge, c'est la Chine. Bon, c'est pas très surprenant, hein, parce que l'époque où la Chine était un pays retardataire, où c'était considéré comme un pays malade, ça c'était juste une parenthèse dans son histoire. Sinon, durant les millénaires qui précédaient, la Chine c'était un empire qui faisait partie des civilisations les plus avancées du globe, faut le savoir. En Chine, pendant des siècles, ils étaient en avance par rapport à nous. La situation où ils étaient en retard, c'était juste une parenthèse de leur histoire, et cette parenthèse est en train de se refermer. Ce qui facilite aussi le rapprochement entre la Chine et la Russie, c'est un petit peu une même vision de la pratique de la politique. C'est une vision assez semblable, très centrée sur un autoritarisme oligarchique, avec quelques petites divergences. L'autoritarisme poutinien, c'est un autoritarisme qui s'appuie sur une frange d'oligarques, avec une opposition contrôlée. Là où en Chine, c'est un gigantesque parti unique tentaculaire. Quelques petites différences de la vision, mais un certain tropisme pour l'autoritarisme qui facilite le rapprochement, le dialogue entre les deux dirigeants. Bref. Bref, voilà. Moi, je soutiens pas l'intervention russe, hein. Moi, je demande à savoir si les populations du Donbass se sentent plutôt ukrainiennes ou russes, parce que pour ce qui est du rattachement ou non d'une contrée à un pays, c'est d'abord la vie de la population qui compte, hein. J'ai vu que la Crimée, j'ai vu un sondage comme quoi, un an après l'annexion, ils étaient que 2% à s'opposer à l'annexion. Que sinon, la grande majeure partie était pour.
Bon, faut dire que juste après l'annexion, la Russie avait investi dans les infrastructures, alors que la Crimée était une des provinces les plus pauvres d'Ukraine. La Russie a investi dedans, histoire de faire accepter l'annexion. Bon, faut dire que la population était déjà massivement pro-russe. Ils avaient pas juste les papiers, hein, ces gens, ils se revendiquent du peuple russe. Bah oui, parce qu'en Russie, il y a une différence entre être russianine, donc avoir les papiers, et être Rosski, c'est-à-dire être représentant du peuple russe. En Russie, on fait la différence entre ceux qui ont les papiers et ceux qui font partie du peuple russe. C'est pas tout à fait la même chose. Et effectivement, alors c'est pas con, hein, parce que en France, il y en a qui sont vraiment français, qu'ils aient les papiers ou non, et t'en as qui sont français de papier, mais qui sont pas forcément vraiment français, hein. Voilà. Ça c'est pas mal. Bref. J'ai appris que à cause des tensions qu'il y a, le prix de l'énergie va encore monter. Bon, fort heureusement, en France, on a encore nos centrales nucléaires qui font qu'on n'est pas dépendant du gaz russe comme l'est l'Allemagne. Alors oui, alors l'Allemagne, j'ai vu que l'Allemagne, ils sont un petit peu dans de beaux draps. Si du côté de l'Allemagne, ils se rangent du côté de l'OTAN, le projet d'accord avec le gaz russe, là, ça risque de capoter. Et comment ils vont faire en Allemagne si le prix du gaz il se met à exploser? Ils vont faire comment en Allemagne? Là, l'industrie allemande, elle risque d'en prendre un coup, hein, faut le savoir. Là, il y a des trucs un peu contradictoires qui se passent. D'un côté, depuis la mondialisation, on a une nette tendance au dépassement des États-nations, mais il y a aussi des contre-tendances avec toujours des confrontations, impérialistes multipolaires. Toute tendance ne va pas sans ses contre-tendances. Ça, c'est les bases de la dialectique. On a une tendance au dépassement des États-nations, mais on a toujours une tendance avec quelques affirmations nationales d'États-empires face à des blocs continentaux. Un État-empire, c'est un État qui a encore de nombreuses caractéristiques des empires qui les ont précédés. La Russie, c'est pas tout à fait les mêmes frontières que l'empire tsariste, mais il y a certaines continuités quand même. Un pays gigantesque, le plus grand du monde, multiculturel, difficilement gouvernable. Les États-Unis c'est une fédération de différents États. Et la Chine, alors la Chine, je crois que les frontières, c'est à peu près les mêmes que celles de l'Empire chinois. Bref, on a des États-empires qui se confrontent à des blocs continentaux, pas forcément homogènes d'ailleurs. Ouais, parce que là, les petites nations toutes seules, elles jouent plus un rôle de premier plan dans l'impérialisme mondial. Parce que autant l'impérialisme français, il existe toujours, hein, la France c'est toujours un pays impérialiste, ça, il n'a pas disparu. Mais en revanche, c'est plus l'impérialisme premier. La France c'est une puissance impérialiste moyenne. Elle fait toujours preuve d'impérialisme, alors ouais, notamment au Mali, de la vieille France-Afrique. Et mais en revanche, l'impérialisme états-unien prend le pas sur la France. Bref. C'est vraiment compliqué ce conflit. J'espère que cet enculé de Macron qui se retrouve au pouvoir ne va pas nous diriger dans une intervention avec l'OTAN, j'espère pas.
Bon, de toute manière, c'est pas super probable. Il est la probabilité d'une intervention de l'OTAN n'est pas extrêmement élevée parce que les États-Unis sortent de l'occupation de l'Afghanistan, qui a été un véritable gouffre financier. Les différents pays membres de l'OTAN, du fait d'intérêts divergents, ne réagissent pas de la même manière. En Allemagne, ils ont été un peu embêtés pour réagir. Euh... quoi dire d'autre ensuite? Ah, et puis aussi, euh, la Russie, c'est une puissance nucléaire. Et d'ailleurs, Poutine, il avait dit que il menaçait tout pays de... Alors, Poutine menaçait tout pays membre de l'OTAN qui interviendrait de conséquences qu'ils n'ont encore jamais connues ou de trucs dans le genre. Il a sorti un discours dans le genre, c'est pas les termes exacts, mais il a sorti un truc dans le genre. Autrement dit, il a fait allusion en filigrane à la menace nucléaire. Ouais. Donc ça fait qu'une intervention, c'est pas ce qu'il y a de plus probable. Après, est-ce que Poutine il compte vraiment utiliser l'arme nucléaire? Alors c'est pas le plus probable. Je pense qu'il veut surtout s'en servir pour dissuader, à titre d'épouvantail, pour dissuader l'OTAN d'intervenir. Il compte agiter la menace nucléaire pour dissuader l'OTAN d'intervenir dans ce qu'il estime être ses affaires privées, des affaires privées de la Russie. Bon, moi, Poutine, je l'ai pas vraiment dans mon cœur. C'est un dirigeant oligarchique à la solde d'un capitalisme dirigiste oligarchique en Russie. En Russie, j'aurais possiblement été réprimé parce que parce que si j'avais les positionnements que j'ai actuellement, mais en Russie, j'aurais été éventuellement considéré comme un dissident dangereux. Même si je suis pas connu, je pense que j'aurais été espionné, etc. Bref, le le régime poutinien, faut pas se faire d'illusions là-dessus. Sauf que moi, je vis pas en Russie, je vis dans un pays membre du bloc euro-atlantiste. Donc le les ennemis de classe, le premier ennemi de classe ici en France, c'est pas le régime poutinien, c'est la bourgeoisie néolibérale euro-atlantiste. Vu que c'est elle qu'on subit sur notre propre sol, c'est d'abord à elle qu'il faut penser. Sans pour autant soutenir Poutine, hein, faut le savoir. Sans pour autant le soutenir. Bon, on doit déjà dénoncer l'impérialisme de notre propre pays, de notre propre bloc. On doit aussi condamner l'intervention russe. Parce que bon, Poutine il dit les civils n'ont rien à craindre, ils visent pas les civils, mais dans une guerre il y a toujours des bavures. Les frappes chirurgicales c'est juste du verbiage. Il y a toujours des civils qui meurent dans le conflit. Et il y a déjà des civils qui sont morts. Paraît qu'en plus, Poutine a ordonné à la Tchétchénie, à Kadyrov, d'envoyer une armée de Tchétchènes en Ukraine. Il y en a 10 000 que Kadyrov va envoyer. Alors bon, les Tchétchènes, c'est un peu des islamistes, quoi. Donc bon, ils risquent de pas faire de quartier, ça va être une catastrophe. J'ai peur que Poutine compte sur les Tchétchènes pour effectuer toutes les plus basses besognes en essayant de se défausser sur eux. Bref, ça va être une catastrophe.
Nombreux sont ceux qui en Ukraine aspirent à une Ukraine indépendante et qui sont hostiles à l'influence russe, mais faut pas non plus qu'ils s'oublient la prédation du camp euro-atlantiste. Une Ukraine membre du camp euro-atlantiste, elle serait pas davantage libérée. Et en plus, nous, on se paierait les délocalisations, le travail détaché, etc. On veut pas de ça. Puis bon, à propos du président ukrainien, là, ce cher Zelensky, alors oui, j'en parle un peu plus. Ce type, entre 2015 et 2019, il était acteur dans la série Serviteur du peuple. Il était acteur dans la série Serviteur du peuple, dont il était aussi le co-auteur. Un truc dans le genre. Le personnage qu'il incarnait dans cette série, c'était celui d'un professeur intègre qui se retrouvait, on ne sait trop comment, à la tête de l'Ukraine. Président ukrainien. Cette série, c'était une série humoristique qui a été extrêmement populaire. Ça a façonné son image médiatique. Il s'est présenté pour la présidentielle, il a entretenu l'ambiguïté entre sa propre personne et le personnage qu'il joue dans cette série. Il a obtenu des scores écrasants. c'est dingue. C'est nous déjà avec Macron, beau jeune, dynamique et compagnie, c'était déjà ridicule, mais là c'était pire. Cette campagne, c'était une véritable farce, d'autant plus qu'on apprend que niveau transparence au pouvoir, c'est pas ça du tout. Le mec, lors des Pandora Papers, on a appris qu'il avait plein d'affaires offshore, qu'il avait reçu plein de dividendes, on sait pas trop comment. Et le mec, il se différencie pas vraiment de la caste, hein. C'est un petit peu un équivalent, c'est peut-être un petit peu une sorte d'équivalent, enfin, non, pas un équivalent. Il a une ressemblance avec une version ukrainienne du macronisme. Il y a une ressemblance avec ça, même s'il y a quelques divergences. C'est pas le même style, il n'a pas eu tout à fait les mêmes propositions, mais bon, voilà. Après, en Russie, il y a quand même avec Poutine, il y a une nette dérive autocratique, hein. Poutine, à mon avis, je pense que dans sa tête, il doit se considérer comme un héritier des tsars. Ouais, alors Poutine, ça doit être très chelou dans sa tête. Il a dû mal vivre la dislocation du RSS. Il doit être un peu dans une sorte de nostalgie de l'Empire, bref. C'est bizarre. Ensuite, concernant la question des Ukrainiens. S'il y a des réfugiés ukrainiens, on fait quoi? Alors, moi j'ai appelé à se méfier des discours pseudo-humanitaires. Vous savez éventuellement, si vous regardez mes vidéos et surtout si vous lisez mes articles, que je suis pas très immigrationniste, hein. C'est plutôt le contraire. Donc bon, je me méfie. Alors peut-être que dans certains cas, il y a certains Ukrainiens qui pourraient être accueillis. Des gens qui pourraient être persécutés politiquement, etc. Bref, qui seraient vraiment des réfugiés. Des gens auxquels le droit d'asile correspondait vraiment. Ça peut toujours exister. Mais voilà, méfions-nous et évitons d'accueillir à tour de bras, parce que accueillir à tour de bras, ça va se transformer en jackpot pour le capital qui va s'en servir comme chair à plus-value. Faut le savoir. J'appelle à se méfier de ça. Ok, ça, on va dire que c'est cynique, mais
Euh, le socialisme, c'est pas le socialisme scientifique, tout du moins. C'est pas on fait de l'humanitaire juste parce qu'on est gentil. Hein. C'est pas ça le socialisme scientifique. Ça c'est le socialisme utopique. Avec le socialisme scientifique, on doit se montrer davantage pragmatique. On doit faire preuve de dialectique, quitte à se montrer quelquefois un peu cynique. Quelquefois c'est nécessaire. Mais bon, au niveau d'un éventuel accueil de réfugiés ukrainiens, avec parcimonie, avec précaution, uniquement un petit nombre. Éviter d'en accueillir des masses parce que ça va profiter au capital. Ça va faire que profiter au capital. Faut le savoir. Il faut savoir que, d'une manière générale, la majorité de l'immigration clandestine, qui provient surtout, dans notre cas, des pays d'Afrique, la majorité de l'immigration, c'est de l'immigration économique, qui est promue par de larges franges de la bourgeoisie mondialiste, et qui permet à des passeurs de s'enrichir, et les ONG qui accueillent les migrants, etc., elles vont faciliter de fait le travail des passeurs, ce qui participe à les enrichir, à renforcer leur modèle économique, et ce qui participe à leur propagande, parce que le fait que les ONG accueillent les migrants, les passeurs s'en servent pour leur propagande. Même si les ONG ne sont pas en collusion directe avec les passeurs, même si elles ne veulent pas aider les passeurs, c'est ce qui se passe quand même de fait. Voilà. Petite digression sur l'immigration clandestine en général. Bref. L'invasion de la Russie en Ukraine, là, c'est vraiment un scénario radical. Hein, ça attaque de tous les côtés. Ça attaque depuis le nord avec les forces stationnées en Biélorussie, depuis le sud avec la Crimée, depuis l'est avec les régions séparatistes, et puis au sud-ouest, il y a la Transnistrie qui fait tampon. Ah oui, la Transnistrie, donc une bande au niveau de la frontière entre la Moldavie et l'Ukraine, une bande séparatiste pro-russe qui, à la dislocation de l'URSS, avait refusé de complètement quitter l'URSS et qui se retrouve un petit peu comme si l'URSS était poursuivi. Ça, c'est pour la Transnistrie. Une stratégie de prise en tenaille avec la Transnistrie qui bloque. Des bombardements sur plein de grands sites militaires stratégiques un peu partout. Paraît qu'il y a des coins au niveau de Tchernobyl qui seraient concernés. Bon, j'espère qu'ils vont pas viser sur le dôme parce que s'il y avait un missile qui explosait sur l'uranium restant, ça serait un peu une catastrophe nucléaire. Faudrait ressortir les pilules d'iode et là le gouvernement il pourrait pas faire comme si le nuage s'est arrêté à la frontière. Bref. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? J'ai parlé de beaucoup de choses là. Je suis en train de regarder dans les pays du monde. Bon, après l'intervention russe, là t'as tous les médias euro-atlantistes qui s'offusquent. Mais ces médias euro-atlantistes et autres, ce sont de véritables hypocrites. La Turquie qui occupe Chypre depuis des décennies, ils disent rien. L'Arabie Saoudite qui fait une guerre au Yémen avec le soutien de la France, qui lui a vendu des armes, ils disent rien. Guerre au Yémen qui a été meurtrière, hein. Bref, nos euro-atlantistes, c'est juste de vils hypocrites. Bref, voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Où est-ce que ça va nous mener, cette histoire?
Euh... Ouais, alors moi j'y pense. En Russie, ils misent sur une stratégie de guerre éclair avec prise en tenaille pour faire capituler le gouvernement le plus vite possible et imposer le plus vite possible leurs conditions au nez à la barbe de l'OTAN. Imposer un gouvernement pro-russe, annexer le Donbass, moi je vois plutôt ce genre de truc se dérouler. La Russie, elle doit miser sur la vitesse parce qu'elle n'a pas de quoi tenir un conflit long et de haute intensité avec les forces de l'OTAN. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que en Russie, alors, il y a certains points forts, un certain nombre de missiles, les sous-marins. Il y a des points forts en Russie, mais alors pour ce qui est de la marine, c'est la marine, on va dire en surface, c'est moins ça. Ils n'ont qu'un seul porte-avions qui est en plus dysfonctionnel, le Kuznetsov, qui d'ailleurs là, il est toujours en maintenance. Les avions russes. Euh... Alors je les connais pas tous, hein, mais de tête. Les Su-27, ils se font vieux, les Su-33 hein, aussi. Les MiG-29 sont un peu plus récents, mais assez peu non, mais pas très nombreux. Les MiG-25, c'est des vieux avions puissants, rapides mais lourds. Les MiG-31, c'est variante un peu modernisée, mais je suis pas trop sûr que ça suffise. Le Su-75, ça a pas encore, c'est pas encore opérationnel pour l'instant, je crois. C'est encore en, ça a été dévoilé, mais c'est pas fini. L'ISU-57, bah il y en a pas des masses et c'est le famoso avion de 5e génération. Je sais pas trop ce que ça donne. En Russie, ils sont sur un projet de MiG-41 d'avion qui dépasserait les Mach 4. Tandis qu'en face, aux États-Unis, ils planchent sur le SR-72. Bref. Au niveau des avions russes, alors, bon, je pense que un bon avion russe peut être meilleur qu'un F-35. C'est clair et net parce que le F-35, c'est un avion qui a beaucoup de problèmes, notamment avec le froid. Là, à mon avis, alors, je sais pas trop quel est le climat en Ukraine, mais du côté de la Russie, vers le nord, ils doivent être un peu protégés parce que il fait plutôt froid, et le F-35 n'aime pas le froid, ce qui n'a pas empêché la Finlande de conclure un accord avec les États-Unis pour l'achat de plusieurs F-35, mais bon, ça c'est une autre histoire. Un avion pas fiable, lourd, super cher, etc. Les États-Unis ils se sont retrouvés un peu dans le caca avec cet avion. Mais, bon, fort heureusement pour eux, ils ont pas que ça. Les États-Unis ont toujours leur vénérable F-15 qui qui est fréquemment modernisé. Le F-15, c'est un avion de chasse, enfin, c'est pas exactement un avion de chasse. Le F-15, c'est un chasseur lourd, un chasseur bombardier, donc un avion plutôt de dimension relativement grande pour un avion de chasse, qui a du coup de grandes capacités d'emport, bon, qui est du coup plutôt lourd, pas le meilleur au niveau manœuvrabilité, mais qui est quand même un peu furtif et qui peut attaquer de manière variée. Il peut attaquer aussi bien comme un avion de chasse que comme bombardier, donc il peut faire d'une manière générale de l'attaque au sol. Et je m'y connais pas trop en avion et en stratégie, hein, j'ai juste de modestes connaissances, très modestes, j'essaie de ressortir le gros de ce que j'ai. Ils ont toujours leur F-15, ils ont aussi les F-16 et les F-18. Je crois que les F-16, c'est des petits avions, plus petits notamment présents
sur les porte-avions, à moins que ce soit F-18. Oh, bref, je sais plus trop, cette vidéo, je la fais en vrac. Mais bon, aux États-Unis, attention, ils ont toujours tous leurs appareils de la génération précédente qui ont été largement modernisés. Bref, la Russie, ils sont pas à la hauteur concernant un conflit long. Du coup, ils essaient de miser sur la vitesse. Et ouais, l'armée russe, alors attention, elle reste redoutable, mais c'est plus la première adversaire des États-Unis. Là, la position qui était occupée par l'armée de l'URSS, par l'armée soviétique, est désormais occupée par l'armée chinoise. L'armée chinoise a largement dépassé l'armée russe. Ce qu'il faut savoir en Chine, c'est que, outre qu'ils ont acheté le porte-avions frère du Kuznetsov, donc c'était le Varia, ils l'ont racheté puis ils l'ont renommé, ils l'ont remis en état et il est devenu opérationnel. En Chine, ils sont en train de construire leur propre porte-avions à catapulte. Ils deviendraient alors le 3e pays à être doté d'un porte-avions à catapulte, derrière les États-Unis et la France. Oui, nous on était les 2e à avoir un porte-avions en catapulte, c'est dingue. Là voilà, toute la situation qu'il y a avec la Russie, ça ne doit pas nous faire oublier que là, l'impérialisme le plus puissant qui compte s'opposer à l'impérialisme euro-atlantiste, c'est l'impérialisme chinois. Voilà, il faut pas perdre la tête. Nounours, là, en Russie, montre les crocs. Mais attention au dragon chinois pour utiliser quelques analogies un petit peu animalières. Où est-ce que ça va nous amener cette histoire? Ouais, alors comme quoi, ce qui se passe en Ukraine, c'est typiquement du néocolonialisme, pour l'instant. Pour l'instant, on est sur quelque chose de type néocolonial. Et bah ouais, le néocolonialisme, c'est pas que en Afrique, hein, ni au Moyen-Orient, c'est aussi sur le continent européen. Alors oui, l'Ukraine n'est pas dans l'UE, mais elle est sur le continent européen. Je rappelle, il ne faut pas confondre l'UE, donc entité administrative, et l'Europe, qui est un continent, un espace géographique qui s'étend jusqu'au mont Oural. Donc il y a une partie de la Russie qui fait partie du continent européen. L'Ukraine fait bien évidemment partie du continent européen. Bref. Je suis en train de m'apercevoir que cette vidéo en vrac a dépassé l'heure. J'ai passé mon temps à parler, je sais pas trop ce que j'ai fait. Alors ouais, c'était vraiment une vidéo en vrac, mais bon, je comptais faire ça parce que j'avais pas envie de perdre mon temps à écrire un script, parce que j'ai déjà des projets, parce que là j'ai la flemme. Mais parce que j'avais quand même envie de réagir à cet événement. Voilà. Je vais poster la vidéo le soir où je tourne là, donc ça sera disponible si vous voulez ou si vous avez le courage de tout regarder. Mais bon. Là, je commence à effectuer un peu trop de digressions. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Voilà. J'ai dit l'essentiel. Je vais me reposer. Et bah, je vais vous laisser. À plus. Au revoir.